Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant 1h30, 9 citoyens, 6 élus pour échanger et confronter leur point de vue sur ce plateau. Le thème que nous avons choisi pour la toute première émission de l'année, c'est la famille, ou plutôt les familles, car le vote de la loi bioéthique à l'Assemblée le montre, il n'y a plus en France un seul modèle, mais plusieurs sortes de familles. C'est donc l'occasion de se pencher sur tous ces foyers d'un nouveau genre et sur leurs difficultés au quotidien. La loi française est-elle encore suffisante pour les accompagner, pour les protéger? Doit-elle s'adapter aux nouvelles contraintes de foyers de plus en plus divers? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Dialogue citoyen, c'est aussi sur les réseaux sociaux que cela se passe. Hashtag Dialogue citoyen sur Twitter. L'émission est diffusée sur les pages Facebook et Twitter de Public Sénat, mais aussi sur la chaîne Acropolis diffusée sur Twitch. Et c'est vous, Jean Massier, qui nous ferez un point sur toutes les réactions en ligne. Absolument Rebecca, toute la soirée je vous ferai remonter ce que disent les gens dans le chat d'Acropolis sur Twitch. Merci, à tout à l'heure Jean. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Je vous présente tout de suite nos invités de cette première partie. Cécile Anger, bienvenue. Avec votre mari et pour des raisons médicales, vous avez eu recours à une GPA en Floride. Vous y avez trouvé de l'écoute, beaucoup de bienveillance. Vous nous direz si vous êtes pour la GPA pour tout le monde et si le modèle américain est un modèle à suivre. Domiti Adrians, bienvenue à vous également. Vous êtes aussi mère de famille. Vous avez 3 enfants, 3 filles. Vous représentez un peu ce qu'on appelle la famille dite traditionnelle. Vous ne souhaitez pas, a priori, que la loi autorise la PMA et la GPA, mais votre mari, qui est belge, a un autre point de vue. Ce sera intéressant d'entendre votre réflexion sur le sujet. Maëlys Oisé, bienvenue. Avec votre compagne Céline, vous avez eu recours à une PMA en Belgique. Votre enfant a aujourd'hui 3 ans. Et vous avez un rapport assez intéressant à la religion, puisque vous êtes fait débaptiser, mais vous avez choisi de scolariser votre fils dans un établissement privé catholique. Et là aussi, ce sera intéressant de savoir comment ça s'est passé. Face à vous, deux sénateurs et sénatrices. Laurence Cohen, bienvenue. Vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des affaires sociales et également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Olivier Paccaud, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur apparenté LR de l'Oise et membre de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Avant de lancer ce dialogue, découvrons tout de suite en images votre histoire, Cécile Anger. Vous avez eu recours à la GPA. Ça n'a pas été un processus très simple au début, mais l'accueil et l'encadrement américain vous ont séduite. Vous avez même créé un lien très fort avec la femme qui a porté votre enfant. Samia de Chir vous a suivi en Bretagne, où vous habitez. On regarde. C'est pas papa qui t'amène alors demain? Non, c'est maman. Je peux la déposer à 8h, j'ai mandat du 7. Alors, je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que je suis née sans utérus. T'as montré à papa pour tes étoiles? Notre gestatrice s'appelle Kayla. Ce qu'elle a fait, on ne l'oubliera jamais. Parce que c'est un don qu'elle nous a fait. De toute façon, c'est une personne qui est d'une générosité à toute épreuve. Quand elle nous a annoncé la naissance, donc elle nous a dit directement « nous sommes enceintes ». Vas-y, Gagné. Ah non! J'ai pas porté Océane, mais quand elle est arrivée parmi nous, donc quand on a commencé à s'occuper d'elle, je pense que j'ai eu la même chose que toute maman, c'est-à-dire que je sais pas, 5 minutes avant qu'elle se réveille pour le biberon, on était réveillés. De ne pas avoir porté l'enfant, pour moi, ça n'a rien changé. Je pense même qu'il y a des mamans qui ont porté leur enfant qui ont sûrement moins d'amour que ce que nous, on a. Ce que j'ai là, c'est déjà magnifique, mais alors la deuxième chose la plus magnifique, c'est qu'on va lui donner un petit frère et une petite sœur, et ça, c'est encore plus magnifique. Par GPA. Par GPA. Voilà, Cécile Anger, on vient de vous découvrir dans ce reportage. On va en savoir peut-être un peu plus avec vous. Donc ça a été une expérience compliquée, on peut le dire, mais plutôt heureuse. Est-ce que pour autant, vous seriez pour la GPA pour tout le monde? Alors l'expérience, oui, ça a été oui, plus ou moins compliqué. Après la GPA pour tout le monde, je pense que la France pour moi, elle n'est pas prête pour l'instant à légaliser la GPA, comme ce que Mais elle devrait l'être? Sûrement, puisque je pense que c'est une des solutions à l'infertilité utérine. Moi, j'attends qu'on me propose autre chose comme solution. Après, nous, ce qu'on a vécu aux États-Unis, je pense que c'est un bon modèle. C'est un modèle respectueux de chacun. C'est un modèle qui met en avant l'humain. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudrait parler d'une GPA éthique, hein, oui, c'est ça. Une Qu'est-ce GPA que ça éthique. veut dire une GPA éthique? Une GPA éthique, pour moi, c'est où les deux parties sont complètement d'accord de s'entraider.
Ouais. Il faut savoir que notre gestatrice, Kayla, est complètement investie dans son église. Elle a un don de soi qui est énorme. Quand on l'a rencontrée, déjà c'est elle qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisie, c'est sa famille qui nous a choisis, c'est ses enfants, c'est son mari, c'est sa maman, sa belle-mère. Et quand on se choisit après, quand on s'est choisi, elle était encore famille d'accueil, elle voulait adopter. Donc pour moi, c'est une personne qui a un don de soi. Donc énorme. une expérience, on l'a bien compris, qui était vraiment réussie. Très réussie. Peut-être une première réaction, Olivier Paco, est-ce que ça vous fait réfléchir d'entendre le témoignage de Céline Anger? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est intéressant d'entendre un témoignage relatif à la GPA qui ne concerne pas une GPA pour couple homosexuel masculin. Pourquoi? Parce que justement, je pense que pour beaucoup de personnes, la GPA, c'était uniquement ça. Et donc, votre cas, qui ne doit pas être si courant que ça, est un très bel exemple pour ouvrir effectivement le débat sur le pourquoi pas une GPA encadrée. Tout à fait, encadrée. Moi, j'ai entendu avec intérêt aussi le fait qu'il y avait presque une notion religieuse dans l'acte de Kayla, c'est ça, la maman, oui. Hein, puisque vous avez parlé d'église. Alors, ça nous ramène à une réflexion sur qu'est-ce que l'homme, en fait. Et la problématique de la PMA ou de la GPA, c'est quelle est notre conception de la vie? Quelle est notre conception de l'homme? Et donc, effectivement, votre exemple, il peut en désarçonner plus d'un. Sûrement. Ça en a désarçonné plus d'un dans notre entourage. C'est-à-dire, quelles ont été les réactions autour de vous? Beaucoup de notre famille nous ont dit en tout cas qu'ils n'étaient pas forcément pour la GPA. Après, ils savent, parce que moi je le sais depuis 12 ans que j'ai pas d'utérus. Forcément, quand on n'a pas d'utérus, la première chose qu'on vous dit, vous irez voir l'adoption, hein, ça ira 2 fois plus vite. Non, ça va pas 2 fois plus vite. Et de toute façon... Parce que l'adoption, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous étiez renseigné? On a eu l'agrément, c'est-à-dire que la GPA n'était pas une évidence pour nous, puisque c'est pas quelque chose qui est légal en France, donc ça vient pas tout de suite en idée. Et l'adoption, après, on a eu l'agrément, on nous a dit, vous êtes jeune, donc on avait 28 ans. Je pense que des gens à 28 ans ont déjà peut-être... Ma sœur avait déjà 2 enfants. Ouais. Vous avez le temps. Et je la regarde, j'en ai le temps jusqu'à quand? Vous pouvez commencer à 35 ans, mais après faites attention parce qu'après 40, c'est pas facile. Alors, Domiti Adrians, vous avez 3 enfants et vous considérez qu'il faut un père et une mère. Alors, vous ne jugez pas les familles qui procèdent à d'autres techniques pour avoir des enfants, mais vous considérez que la loi n'a pas à légitimer ou même à autoriser ces situations en amont de la conception. C'est bien cela votre point de vue et pourquoi? Alors, beaucoup de questions. Je pense que mon point de vue, il est nourri surtout par ma profession d'orthophoniste. Oui. Et je reçois tous les jours donc, des enfants, des personnes en fin de vie aussi, qui ont des maladies d'Alzheimer, des AVC. Et je vois l'être humain, je dirais, tout au long de sa vie. Ouais. Chaque stade. À chaque stade, ouais. Voilà. J'interviens aussi dans le polyhandicap. Et ça apporte une approche aussi particulière par rapport à la fragilité de l'être humain. Et c'est précieux. Et ce que je constate, c'est que les patients viennent me délivrer, qu'ils soient enfants ou adultes, leurs difficultés par rapport à la famille. Les enfants qui viennent me dire, c'est pas encore papa qui est venu, papa n'est pas venu, la maman qui évince le papa. Donc je me pose beaucoup de questions. Vous voulez dire que vous constatez des déséquilibs liés à l'absence d'un père ou d'une mère? J'accueille les difficultés des gens, voilà, dans mon quotidien. Et j'ai en tête là ce monsieur que je vois actuellement qui souffre de ne pas avoir pu jouer son rôle de père. Et à chaque fois que je le vois, il me dit la semaine prochaine, vous ne me voyez pas, je serai partie parce que c'est plus tenable. Et de ne pas avoir pu créer cette famille qui l'aurait voulu. Donc c'est votre réalité de terrain qui vous donne cette conviction aujourd'hui qu'il ne faut pas légaliser la GPA et la PMA pour toutes. L'importance de s'inscrire effectivement dans cette filiation et qu'on ait chacun un maillon de la chaîne. Et voilà. Après, Laurence Cohen, peut-être vous avez envie de réagir après ces 2 points de vue qu'on vient d'entendre et ces 2 vies. Bien sûr, bien évidemment. Moi, je pense que c'est toujours difficile de se prononcer par rapport à des cas particuliers. Et que quand on est législateur, la loi, elle est pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est déjà important de le noter. Non, mais... Permettez-moi de dire c'était. Je suis pas un cas particulier. Vous êtes un cas particulier par rapport à la masse, mais j'ai pas dit ça. Un cas particulier, ça peut être, mais c'est pas la majorité. Et heureusement, parce que c'est très douloureux à vivre, et c'est pour ça que je ne me permets pas
un jugement par rapport à votre vécu, que vous êtes la seule à vivre. Voilà, ça c'est déjà ça ce que je veux dire. Et après, ce qui me semble extrêmement important, c'est que, en tout cas pour moi, en tant que femme politique, ce qui m'apparaît important, c'est de faciliter finalement et faire en sorte que chacune puisse avoir la liberté. Et cette liberté, autant je la juge par rapport à la PMA, c'est-à-dire que je suis tout à fait favorable à la PMA. Parce que PMA pour toutes, à l'extension de la PMA. Alors, à l'extension de la PMA pour toutes, y compris pour les femmes seules. C'est d'ailleurs ce qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale et je m'en réjouis et j'espère que ça sera voté par... Et le texte arrive et j'espère que ça sera voté par le Sénat parce que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Par contre, je considère que la GPA, on est là sur une autre logique. La GPA pour autrui, c'est-à-dire, comme Madame l'a très bien exprimé, qu'est-ce que j'ai dit ? La GPA pour autrui. Ah pardon, la gestation pour autrui, excusez-moi. En fait, là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que ça met en scène une mère porteuse. Et je veux dire ici parce que vous avez dit gestatrice tout à l'heure. Alors les mots sont intéressants parce que d'un côté on dit gestatrice et les mots ont de l'importance. Et je vais expliquer pourquoi je trouve qu'il faut... Pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de gestation altruiste. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et aujourd'hui, il y a énormément de pauvres dans ce monde, énormément d'inégalités. La pauvreté avance. Et on voit que dans les statistiques, la majorité des femmes qui sont des mères porteuses, ce sont des femmes qui le font parce qu'elles sont en grande difficulté financière. Et quand on marchandise les corps... Même s'il y a un alors il peut y avoir des exceptions. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune exception. Ce serait vraiment complètement... Non, c'est pas une exception, Madame. Il peut y avoir des exceptions, mais ça n'est pas la réalité quotidienne. Et donc, moi, je suis contre la marchandisation des corps. Et là, c'est une marchandisation des corps. Alors, excusez-moi, je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce que vous entendez par marchandisation ? Est-ce que vous avez payé la gestatrice, la femme qui a porté votre... j'ai payé ma GPA parce que c'était pas légal en France et que j'étais le faire aux États-Unis. Aux États-Unis, les frais médicaux sont très chers. J'ai pas de sécurité sociale. Donc il a bien fallu que je paye ma stimulation ovarienne. La femme qui a porté votre enfant. Je ne dirais pas le prix, mais je dirais un pourcentage sur la somme que j'ai payée. C'est à peine 15%. D'accord. Alors, il y a encore une personne qui n'a pas pris la parole sur ce plateau et je voudrais qu'on l'entende, puisqu'elle aussi, elle a une situation intéressante et peut-être qu'elle nous parlera aussi de ce que ça lui a coûté. Il y a aussi un lien. Vous avez donc eu un enfant avec votre compagne Céline par PMA en Belgique. C'est vous qui avez porté Gabin, donc légalement. Dans les textes, vous êtes sa mère, mais votre compagne n'a aucun droit. Absolument. C'est l'état du droit aujourd'hui. Même si le mariage pour tous a ouvert des choses, il faudrait qu'on se marie pour que ma compagne puisse adopter l'enfant qu'on a désiré ensemble. On ne souhaite pas se marier pour nos raisons qui nous regardent. Et donc aujourd'hui, dans le livret de famille, j'apparais avec Gabin, mais pas elle. Donc, ça veut dire que très concrètement, si vous arrive quelque chose demain, évidemment je ne vous le souhaite pas, que se passe-t-il? Où va Gabin? Chez mes parents, chez mon frère. Votre compagne n'aura aucun droit légal dans l'état du droit, ça serait dans ma famille, oui. Après, on peut faire des choses auprès des notaires. Je suis heureuse d'avoir vu que dans le projet de bioéthique, il y ait une reconnaissance qui soit prévue sur ce type de projet qu'on a pu faire. En allant tout simplement déclarer chez un notaire pour ouvrir non seulement des droits, donc quand on parle de droits, c'est la transmission d'héritage, c'est aussi pouvoir donner un assentiment s'il y a une opération en urgence à faire. C'est tout un tas de domaines de la vie privée qui touchent au bien-être de l'enfant. Et de l'autorité au quotidien. Bien sûr. Et puisqu'on parlait d'argent, pardonnez-moi, ça vous a aussi coûté cher? C'est une démarche qui vous coûte beaucoup? Qui a coûté, bien sûr, nous c'est de l'ordre de 5 à 6 000 euros. On a une assez bonne situation toutes les deux, donc on a pu payer cette somme. Mais évidemment, c'est pas accessible pour tout le monde, quoi. Exactement. Olivier Paco. Alors, vous voulez que je réagisse sur le témoignage? Oui, à ce que vous venez d'entendre, au prix que ça coûte, aux difficultés du regard social. Alors, très concrètement, Maëlys regrette effectivement que la loi ne prenne pas en considération le cas de sa compagne vis-à-vis de l'enfant. Mais la loi ne prenait déjà pas en considération votre volonté d'avoir un enfant par PMA et vous avez, entre guillemets, violé la loi française volontairement. Oui. Donc, vous saviez à quoi vous vous exposiez.
je ne suis pas un jugement de valeur que je porte. Alors, personnellement, ce que moi je tiens à dire à ce moment-là du débat, je voudrais qu'on parle quand même du père. Parce que si personnellement je ne voterais pas pour la PMA pour toutes, c'est pour plusieurs raisons, mais la première des raisons, c'est qu'elle va légaliser de fait des orphelins de père. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas bien élever un enfant sans père, parce qu'il y a un nombre infini d'exemples de mères seules, ou de mères... Et on va le voir tout au long de l'émission. Voilà, c'est le thème. ou de pères ensemble qui élèvent très bien des enfants, ou de couples entre guillemets hétérosexuels qui les élèvent moins bien. Néanmoins, je pense que la problématique de l'altérité pour la construction d'un enfant est préférable. C'est mon opinion. Maëlys Oisé, peut-être qu'on va laisser répondre sur ce point précis. Il peut y avoir, à mon sens en tout cas, il y a surtout beaucoup d'amour à donner à un enfant. Et ça peut être fait par beaucoup de personnes qui ne sont pas exclusivement le père ou la mère. Ça peut être tout un tas de personnes qui participent à la construction d'une jeune pousse, d'un enfant, et qui vont l'amener à être un adulte, on espère bien dans sa tête. Qu'est-ce que vous lui dites à Gabin ? Alors, il ne nous pose pas encore beaucoup de questions. C'est encore trop tôt pour lui parler de la façon dont il est. Oui, on lui a raconté un petit peu. Et qu'est-ce que vous comptez lui dire ? On compte lui dire qu'il y a un génital. Alors moi, dans la construction du projet, effectivement, à la base, j'aurais bien voulu qu'il y ait un papa. J'ai une très bonne relation avec mon papa. J'aurais bien aimé que ce soit poursuivi également. Ça n'a pas été possible dans l'état effectivement du droit, encore une fois, parce que si on faisait un enfant avec un ami, ce qu'on a cherché à faire, finalement, cette personne pouvait... des années après, venir dire qu'il était le père et ça prendre des droits sans qu'il y ait de protection pour ma compagne à ce moment-là. Donc on n'est pas parti dans cette voie-là et on s'est rabattu sur la Belgique puisque ça nous offrait cette possibilité-là. Maintenant, on a fait une PMA avec un donneur semi-anonyme. Que vous avez choisi ? Que nous, on a choisi, oui. C'est-à-dire, avec des critères ? Alors, les critères sont demandés par l'équipe médicale, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ressemble soit à la maman qui va porter, soit à la compagne. On ne fait pas les bébés qu'on veut, qui vont avoir des caractéristiques... Mais il y a des critères physiques, vous voulez dire que parce que, par exemple, vous êtes cheveux clairs et les yeux clairs... Oui, et moi j'ai choisi un donneur, on a pris quelqu'un qui était dans mes critères physiques. Et donc, c'est votre choix à vous ? C'est nous, avec ma compagne, qui l'avons choisi, oui. Oui. Les critères, mais ce sont les médecins qui vous ont dit qu'il le fallait. Oui, il fallait absolument. Donner les critères. Oui, oui. En Belgique, c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'en France, c'est la même chose. Il me semble que les protocoles sont assez semblables. Maintenant, je crois que la loi a changé en Belgique et donc en fait, ce n'est plus les futurs parents qui choisissent, mais c'est l'équipe médicale qui choisit qui sera le donneur. Laurence Cohen, peut-être parce qu'effectivement, ça soulève quelques questions, évidemment. Moi, simplement par rapport au débat que nous avons, il me semble d'abord que la loi que nous apprêtons à examiner au Sénat, c'est une loi qui va corriger une inégalité, au moins sociale, extrêmement importante, puisque Madame vient de le souligner. Sa compagne et elle avaient les moyens de le faire, donc elles ont pu aller en Belgique. Ça veut dire que des femmes qui n'ont pas les moyens de le faire ne peuvent pas, sont privées donc d'avoir recours à la PMA dans le droit actuel. Donc je pense que cette loi elle est importante parce qu'elle va permettre donc de faire reculer les inégalités de ce point de vue-là. Sur la question des critères qu'on vient d'entendre, alors qu'est-ce que ça vous la deuxième chose, si vous voulez, que je vois, c'est qu'on a... Je ne connaissais pas cet aspect-là des critères, donc je découvre, comme quoi c'est important de débattre. Moi, je suis un petit peu, si vous voulez, gênée par rapport aux critères, parce que ma réflexion se fait par rapport aussi à la GPA. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des usines à GPA, où on choisit sur catalogue, et où c'est une vraie commercialisation et une marchandisation du corps. Et c'est ce qu'on veut pas. Et donc, je dis que, attention, là, on est sûr, on va choisir un tel parce qu'il a les yeux bleus, enfin une telle parce qu'elle a les yeux bleus, elle est oui, blonde, vous mettez en garde contre les dérives. Donc, quoi. C'est plus que des dérives, c'est une marchandisation du corps, la GPA. Et je veux dire simplement ça, un petit clin d'œil, c'est assez, c'est fortuit. Je suis également orthophoniste. Et voilà. Donc je salue une collègue, mais on n'a pas le même vécu. Ouais, vous n'avez pas vu des enfants perturbés peut-être par des modèles familiaux qui changent ? Eh bien, écoutez, moi je trouve que les enfants sont perturbés
perturbée pour certains, quels que soient les modèles familiaux, et que toutes les études montrent que, y compris dans les couples qui sont des couples de femmes, ça se passe très bien et il n'y a pas plus d'enfants perturbés que dans les autres couples. Donc Après, je pense que voilà. Aussi on ne regarde pas juste le bonheur d'un enfant, c'est toute une vie. Je pense à cette patiente qui a une maladie qui aurait dû la ravager une SLA, donc entre 6 et 3 ans. Une quoi, pardon? Une SLA, une maladie neurologique qui ravage vraiment Pour nos téléspectateurs, c'est voilà, maladie sclérose latérale amyotrophique. Et elle ne pouvait plus parler et elle m'écrit: j'ai appris il y a peu de temps, donc elle avait 75 ans, que mon père n'était pas mon père et je suis née pendant la guerre, 3 petits points. Et donc à moi de lui dire: et vous craignez, on n'habitait pas à Bordeaux, on était plutôt de l'Est, vous craignez que votre père soit un soldat allemand? Et elle me répond oui. Et elle réécrit: je vais mourir sans savoir qui est mon père. Et cette dame qui aurait dû partir très vite a souffert le martyre dans cette maladie pendant 7 ans. Et je me suis souvent demandé, elle ne peut pas mourir, elle peut pas. Donc ça me questionne beaucoup, ça. Et du coup, alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous poser des questions directement. J'ai beaucoup de questions par rapport à notre rapport en psychologie et toutes nos connaissances qu'on a aujourd'hui en psychologie. Et l'être humain, c'est pas juste un corps matière. Les gamètes transmettent bien plus que simplement une couleur de cheveux, de une nez. morphologie. Voilà. Et on sait que on transmet un héritage de 3 à 4 générations en amont. Et beaucoup de difficultés qu'on a, on remonte dans les générations. Et moi, ça me questionne beaucoup. Votre enfant, du coup, le mot amputation me vient, il est peut-être très violent, mais c'est le mot qui me vient. C'est comme s'il avait une machine, un trésor, et que la personne qui était la plus à même de lui faire découvrir ce trésor, c'est-à-dire ce père, alors il est à votre côté, voilà, il n'a pas le mode d'emploi pour pouvoir faire émerger le plus beau de ce qu'il a reçu en fait dans ses gènes, qui n'est pas juste son père, mais qui est aussi une grand-mère, un grand-père, des oncles. C'est une question qu'on s'est évidemment posée. Moi, je me la suis beaucoup posée, évidemment. On ne fait pas un enfant comme ça à la légère. Ouais. En fait, moi, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient nés sous X ou qui avaient été adoptés et qui se posaient ces questions-là, d'où je viens. Si, donc c'était quelque chose qui m'importait en tous les cas. Et donc on est passé par ce processus donc de donneur semi-anonyme. Donc moi j'ai des caractéristiques, j'ai une photo de cet homme, enfant. Parce que je ne peux pas le contacter. J'ai une interview audio aussi de lui qui explique pourquoi il fait ce don. Et Gabin pourra le contacter à ses 18 ans, sa majorité. Et si la personne le veut bien, il le rencontrera. Donc je pourrais lui apporter quelques petites choses, alors pas toute la partie d'âme que cet homme a, mais quelques petites choses qui lui permettront auxquelles il pourra se raccrocher. Et le but aussi pour nous, c'est pas de le construire en disant quand tu auras 18 ans, tu vas rencontrer cet homme. C'est de le construire et que s'il a envie de le faire, s'il en a le besoin, il pourra peut-être le faire. Mais c'était lui donner cette possibilité-là. Ouais. Cécile Langer, peut-être. Moi, je souhaiterais revenir sur la marchandisation. Que je trouve. Je suis d'accord que quand on choisit, je dirais, la mauvaise direction, nous, on a choisi la direction des États-Unis. Du Canada. Certains de nos amis ont choisi le Canada. C'est quoi la mauvaise direction? Pour moi, la mauvaise direction, c'est la direction des pays de l'Est, ce qu'on voit le plus dans ce qui fait le buzz quand on parle de ça à la télé. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas la gestatrice, des gens qui payent des fortunes, et beaucoup plus que nous, pour faire sortir leurs enfants, parce que ce ne sont pas des pays où la GPA est légalisée. Il faut savoir qu'aux États-Unis et au Canada, dans certains États, la GPA est légalisée. Nous, je ne vois pas la marchandisation quand j'ai la relation avec Kayla. Je ne vois pas du tout de marchandisation. Pas du tout. C'est un rapport humain que j'aurais jamais eu en France. Une bienveillance à un point que je pense que ce qu'on va vivre encore au mois de janvier, parce que je suis très contente de le refaire et je le redis, et ce qu'on est en train de vivre... Vous attendez un deuxième enfant par J'attends GPA. un deuxième enfant. Avec une autre gestatrice, parce que malheureusement, Kayla nous l'a annoncé en pleurant, elle ne pouvait pas porter notre deuxième enfant. Mais vous auriez aimé? On ne lui a pas demandé. Elle voulait le faire et malchance qu'elle a eue, elle a déclaré une maladie auto-immune. Donc elle n'a pas pu le faire. Elle nous l'a annoncé en pleurant. La deuxième gestatrice, on a fait 3 essais. Les 2 premiers, c'était un échec. Nous, on lui a dit, c'est pas grave, tu sais, on a Océane, on est très contents et tout. Et à chaque échec, c'est elle qui nous l'a annoncé en pleurant. Elle a dit, je souhaite tellement vous aider, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et c'est ça qu'on veut retranscrire en France. On veut cette GPA
éthique, c'est une GPA humaine et pas une GPA de marchandisation. On veut aussi, comme la PMA, on veut aussi, comme la PMA, que ça soit accessible à tous. C'est pour ça qu'on la veut légaliser en France avec un cadre. Voilà. Oui. Et c'est une histoire de vie, c'est pas une histoire d'argent. Oui, Olivier Pacon, on voit bien que ce sont des histoires de rencontres aussi, de rencontres humaines. Et on n'est pas dans des idées, dans des théories, on est dans le concret avec des gens qui se rencontrent, qui s'aiment profondément, qui forment une nouvelle famille. La première personne qui était au courant qu'on attendait un deuxième, c'était Kayla. Ça n'a même pas été ma maman. Ce sont des nouvelles familles en fait, c'est ça la question. Oui, complètement. Et il n'y a plus une famille traditionnelle, il y a plein de sortes de familles. Maintenant, comme le disait en préambule ma collègue Laurence Cohen, effectivement, la problématique des législateurs, c'est de faire une loi pour tous, alors qu'il y a plein de cas particuliers très différents. Et dans le mot cas particulier, n'y voyez pas une attaque quelconque. Mais la PMA qui existe aujourd'hui, elle est effectivement très encadrée et elle était réservée aux couples qui souffraient d'infertilité et avait aussi pour but d'éviter la transmission de certaines maladies. Désormais, avec la PMA pour toutes, on change complètement de tropisme, de paradigme, et donc là, il n'y a plus de finalité curative. Il s'agit désormais, avec l'extension de la PMA, de répondre à un désir, entre guillemets, d'enfant. Ça change complètement la façon d'imaginer. Je ne parle pas de la GPA, oui, parce que je parle de la pour PMA. Moi, c'est curatif. Si on pouvait m'avoir donné un utérus à la naissance... Évidemment, votre cas, il est profondément curatif, c'est évident. Et il nous reste moins de 2 minutes, donc je vais vous demander d'être tous assez concis pour avoir encore un mot à dire. Oui, alors ce que moi je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où la PMA devient pour toutes ou pour les femmes seules, et donc où la science, le savoir de la science est utilisé non plus pour guérir, on ouvre, ou au moins on met la clé dans une boîte de Pandore dont on ne sait pas jusqu'où elle peut malheureusement arriver. Et la problématique de l'eugénisme qu'on a un tout petit peu évoquée à travers les choix, les critères, me fait très peur. Parce que dans l'histoire, nous avons eu à d'autres époques, des États qui ont utilisé l'eugénisme d'une façon dramatique. Laurence Cohen, et ensuite... Alors, malheureusement, comme c'est court, ça peut être un peu acerbe et puis caricatural. Oui. Mais moi, je veux quand même insister sur une chose. D'abord, en France, et c'est un bien précieux, le don est gratuit. Oui. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la GPA, on ne peut pas faire comme si le cas que Madame nous évoque, avec effectivement un problème de santé, je dois dire que la science progresse, puisque le professeur Ayoubi à Foch vient de faire une greffe d'utérus. Donc les choses vont avancer. Mais on ne peut pas dire que par rapport à ce cas unique, toutes les GPA sont comme ça. La GPA, c'est une marchandisation du corps, dans la mesure où on utilise le ventre d'une autre femme pour porter un enfant pendant 9 mois, et il y a une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Vous avez 10 secondes pour faire un tout petit mot de conclusion peut-être, Maëlys Oisès. Oui, moi je voulais simplement dire qu'effectivement, vous parlez de désir d'enfant, moi je vais vous dire désir d'amour. Simplement parce qu'un enfant, on le désire, on veut lui donner de l'amour, et ça apporte tellement d'amour dans une famille, tellement de bonheur. Je ne sais pas qui sont les censeurs qui peuvent dire oui ou non à telle ou telle procédure pour médecine ou pas. Oui, ce qui est important pour moi, c'est que si la loi n'est pas votée, ce n'est pas une loi punitive. C'est-à-dire que c'est la responsabilité à qui? Est-ce qu'on laisse la responsabilité? Vous êtes responsable dans votre choix. Est-ce que c'est l'État? Donc on sera tous responsables, ou est-ce que c'est les femmes en tant que telles? En revanche, un enfant est légitime. Voilà, une fois qu'il est là, il est là. Cécile Longer, un dernier petit mot peut-être. Moi, je suis d'accord avec Maëlys que l'important dans les familles, c'est d'avoir de l'amour. Et tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la vie. Eh bien, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce dialogue citoyen. Merci à vous de vous être livrés. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Fin de